Voilà, il est 19h29. يلا il est en train de faire le setting up. Voilà, c'est bon? Un instant, cookie. OK. Rita. OK, on est live sur Facebook. Bonjour. Bonjour. Voilà, Cookie, lorsque vous voulez commencer la réunion, allez, à vous. On est 19h30 et on est en diffusion sur live Facebook. Bonsoir tout le monde. بحب ارحب بالكل. اهلا وسهلا فيكم que ce soit من كندا، من امريكا، من لبنان، من السعوديه. فريدة عنبر، هيلوف هاتشيتي، ماريا أشمر، Michel Hourani, Nada Salem et Dr Jaloul et notre journaliste Raja Maki. Au début بدي احكي شوي عن ال LCM، مش رح طول كثير عليكم. J'ai un petit mot sur le LCM, notre organisation civile indépendante politique, non raciale et non religieuse, reconnue comme représentante pour une durée indéterminée de la diaspora libanaise, estimée à plus de 12 millions de personnes à travers le monde. Le LCM a pour mission de renforcer les liens entre, d'une part, les Libanais issus de l'immigration et le Liban, et d'autre part, entre ces derniers et leur pays d'accueil. Le LCM France est au cœur de cette journée à travers son bureau national, qui est constitué de 14 personnes très talentueuses et dont 10 sont des femmes élites. Nous résonnons sur la même longueur d'onde que celle des Nations Unies, à qui nous sommes attachés. J'aimerais prendre une minute de plus pour citer nos 10 femmes, une opportunité pour les remercier. Julie Kalla-Sater, vice-présidente, Pascal Haj, trésorière, Gilda Maroun Ghanim, commission des journées du Liban, Randa Ahwaji, commission protocole, Marie Chaïeb, commission protocole, Claude Tarabey, mission culturelle, Nadal Hwayek, mission artistique, Zena Tourbalhos, mission humanitaire, et notre jeune Claude Tanouri, qui est la présidente du LCM des jeunes en France. Chaque année, le mois de mars nous invite à 2 rendez-vous qui incarnent la vie. Le printemps, renaissance des couleurs et des senteurs florales, de la nature qui laisse son vert tendre briller au soleil, et la journée de la femme qui, dans tout son sens du terme, sublime la vie et fait grandir les générations. Muse et inspiratrice des poètes ou écrivaines, chanteuses ou peintres, mères au foyer ou dans l'exercice de leur profession, le charme qu'elles dégagent ne cache en rien leur mystère, enchanteur. Sans elles, les mots amour, espoir, douceur, persévérance porteraient une autre signification. Chaque année, le 8 mars, journée mondialement célébrée, alors que la tâche est ô combien quotidienne, nous rendons hommage à toutes les femmes créatrices, intelligentes, indépendantes et courageuses. Bâtisseuses de l'avenir à qui nous dédions ces quelques citations parmi tant d'autres, si Dieu n'avait pas créé la femme, il n'aurait pas créé la fleur où la femme est l'amour, la gloire et l'espérance à l'homme qu'elle console, aux enfants qu'elle guide. Elle élève le cœur et calme la souffrance comme un esprit des cieux sur la terre exilée. Je vous remercie et vous souhaite une très agréable conférence et je passe la parole à notre Julie Kalla-Sater, notre vice-présidente de l'ULCM France et présidente de l'ULCM 78. À toi la parole, Julie.
وأهلا وسهلا فيكم. يونين الصوت تبع جولي. جولي يعطيهم Voilà, voilà, voilà. Merci, merci Carole. Bonsoir, bonne fête, merveilleuse femme de mon pays et d'ailleurs, aujourd'hui et tous les jours. Merci de votre présence. جولي رجع على الميوت. Voilà. Essaye. Voilà, je disais bonne fête, merveilleuse femme de mon pays et d'ailleurs, aujourd'hui et tous les jours. Merci de votre présence, invitée exceptionnelle, fidèle participant et talentueuse modératrice. Merci, Dr Raja Makki, d'avoir accepté l'invitation ULCM. Merci de bien vouloir mener brillamment ce passionnant débat qui place les femmes au cœur de l'action, au cœur de la création, mettant en valeur leur participation active à la vie sociale, culturelle, économique, etc. Dr Makki, originaire de Saïda, Liban, Dr Raja Makki s'est établie en France depuis 2005. Elle est journaliste présentatrice à France 24 depuis 2009. C'est la chaîne d'information publique française destinée à l'étranger. Elle anime la tranche du soir de Paris Direct sur la chaîne arabophone. Elle a travaillé auparavant à Radio Orient 2007-2009. Diplômée de l'Institut de presse, Dr Raja Makki a obtenu son doctorat en information et communication à Paris-Sorbonne en 2012. Sa thèse traitait la liberté de presse au Liban, passant auparavant ses études de journalisme à LAU, Lebanese American University. Également diplômée des Beaux-Arts à l'Université libanaise, mention théâtre. Engagée depuis son plus jeune âge dans la société civile, œuvrant avec plusieurs associations et ONG, parmi lesquelles Secours populaire au Liban, l'AD, Association libanaise pour la démocratie des élections, RDL, Rassemblement pour la démocratie au Liban, et récemment JEL, Association pour l'égalité de la justice au Liban. Donc, comme on voit que l'égalité et la justice sont vraiment des sujets qui lui tiennent à cœur. Et votre place est bien vraiment parmi nous. Donc, Dr Makki, à vous la parole et bon débat. Merci beaucoup, Julie. Bonsoir à tous et à toutes. Merci, j'ai pas l'habitude j'ai l'habitude d'interviewer et pas de parler de moi. Merci beaucoup à l'ULCM de nous réunir aujourd'hui pour la Journée internationale des droits de la femme. Une journée, certes, pour célébrer la femme, mais surtout pour parler aussi de ses droits. En tant que femmes au pluriel, sans vouloir être littéralement féministes, nous avons toutes été emmenées un jour ou un autre à mener le combat à la maison, au travail, à l'école, dans la rue, pour accéder à nos libertés qui paraissaient aujourd'hui évidentes, qui ne sont pas toujours acquises à des niveaux différents, bien sûr, selon les pays. Ici en France, dans un pays moderne, occidental, la femme subit toujours la violence, beaucoup plus qu'on pourra l'imaginer même. Je ne vais pas vous bombarder par des chiffres, comme on a l'habitude de faire en tant que journaliste, mais elle est moins payée que l'homme, par exemple, même pour un poste égal. Elle est moins représentée dans les postes clés dans le monde politique et économique. Même s'il y a beaucoup de progrès qui étaient faits, reste beaucoup encore à faire. On a parlé beaucoup récemment de la violence faite aux femmes, surtout après les confinements successifs suite à la crise du Covid. Au Liban, le chemin est encore long. Devant nous, malheureusement, la femme libanaise qui a toujours joué un rôle très important dans la société. Elle est présente dans le monde du travail, dans la sphère culturelle, mais les lois, malheureusement, sont pour quelques-unes toujours archaïques. Au Liban, la femme, par exemple, n'a pas le droit de donner sa nationalité à ses enfants.
Elle n'a pas le droit de garder ses enfants en cas de divorce. Dans certains cas, et selon sa confession, bien sûr, son mari peut l'interdire de voyager. Elle n'hérite pas de ses parents de la même part comme un homme, surtout qu'on n'a toujours pas au Liban un tribunal d'affaires familial pour tous les citoyens libanais et chacun suit le tribunal religieux de sa confession. Voilà, je voulais juste un peu parler de cette situation qui reste encore difficile aujourd'hui, surtout au Liban. De nombreuses difficultés que la femme rencontre et arrive à les surmonter, la femme libanaise. En tout cas, c'est ce qu'on va voir ce soir avec nos invités. J'ai l'honneur de présenter Frida Anbar, Dr Salam Jaloul, Michel Hourani, Maria Ashmar, Nada Salem Abisamra, Haylaf Hatchiti. Bienvenue. راح الصوت عندك سنة. رجع. C'est bon? Non. Non, رجع. Voilà, c'est bon, je suis passée en sourdine. Je commence avec Frida Anbar. Madame Frida Anbar, née au Liban, vit au Québec depuis 1979, diplômée en traduction, a obtenu ensuite une maîtrise en communication de l'Université de Montréal, où elle occupe le poste de conseillère des relations internationales depuis 2006. Frida Anbar est également écrivain. Elle a publié 5 romans et 6 ouvrages pour la jeunesse. L'amour au féminin, l'exil et le rêve du retour dans le pays, du retour au pays natal, des thèmes qui surgissent beaucoup dans son récit, un récit intimement lié au Liban. Je cite quelques ouvrages: Aléas en 2012, Le cordon invisible en 2014, Loré en 2015, Hashtag Nowruz en 2016 et L'amour fauve en 2017. L'autre rive, c'est son nouveau roman à paraître. Frida Anbar, bonsoir. Bonsoir. Ça fait plus de 40 ans que vous viviez au Canada. Le Liban reste le thème principal dans vos romans. La femme libanaise en particulier, une femme que vous dessinez souvent d'elle un portrait de double face entre la modernité et les traditions, en allant jusqu'à mener une double vie en toute hypocrisie. Pourquoi vous voyez la femme libanaise comme ça? Ben, en fait, vous savez, dans l'écriture, on ne va pas trop maîtriser ce qu'on va dire ou faire ou imaginer ou provoquer. Lorsqu'on m'a demandé de participer à cette merveilleuse table ronde, j'ai jeté un regard sur mes 5 romans et je me suis rendu compte qu'effectivement, il y a différents visages de la femme libanaise que je mets en scène. J'ai découvert qu'il y a une femme libanaise, c'est pas nouveau, tout le monde le sait, qui a très peur, qui vit dans la peur du regard des autres, qui vit dans la peur du jugement. Et je vais vous donner quelques petits exemples à travers des personnages qui ne sont pas les principaux dans les romans. Donc, dans le premier roman, Aléa, j'ai mis en scène une femme qui en fait va tomber amoureuse d'une autre femme. Myrna est libanaise, elle ne va pas vivre cette passion pour la simple et unique raison parce qu'elle est morte de frayeur d'être jugée. Donc, si je vous lis le petit passage ici, dans Aléa, page 138, elle parle à Célia. Ça doit rester entre nous, Célia, ça ne vous choque pas? Non, mais je dois avouer que je ne m'attendais pas du tout. C'est la première fois? D'une certaine manière, oui. Et voici ce que Myrna va dire. Merci, Célia. Vous êtes bouleversante, on dirait une boule de feu, d'émotions à vif. Mais ça doit rester entre nous. Vous en êtes consciente pour notre réputation à toutes les deux. Vous comprenez? J'ai 2 enfants, dont une fille à marier. Donc, dans d'autres circonstances, j'ai mis… oui? Est-ce que ça va? Oui. Il y a également dans le roman Hashtag Juste, oui, je suis désolée, je vais juste demander à tout le monde, surtout voilà, aux nouveaux participants, de rester en muet, s'il vous plaît, parce que c'est voilà, ça coupe, c'était moi qui… Donc, pour revenir à cette peur qui dévore les mères libanaises, qui ont peur pour leurs filles, pour la réputation, pour qu'elles puissent se marier, qu'elles vivent au Liban ou à l'étranger, dans le roman Hashtag No Rules, j'ai la maman
la maman qui habite au Canada, soi-disant, là où on va venir et oublier un peu peut-être nos traditions. Eh bien, cette maman, elle terrorise ses filles parce que ce qui n'est pas important, la carrière n'est pas aussi importante, le bonheur, la joie, le plaisir. Ce qui est important, c'est la réputation. Ensuite, cette peur va donner naissance ou bien à de la docilité des filles libanaises ou bien à une rébellion. Encore une fois, dans le roman #NoRules, je mets en scène un personnage féminin qui s'appelle Sarah, qui a réussi à échapper à cette peur et à vivre et à poser des gestes qui deviennent de plus en plus audacieux, sinon provoquants. Pourquoi? Parce qu'elle est allée à l'université, elle a eu une indépendance financière et je veux vous lire ce petit passage sur cette femme plus ou moins libérée. Donc, c'est dans #NoRules, page 25. Sa plus grande force réside dans son indépendance financière. Lorsque ses parents se fâchent et la menacent, elle leur répond qu'elle n'a pas besoin d'eux. En fait, c'est la vérité qu'ils ont toujours refusé d'accepter. Chez les Libanais, il est nécessaire de dépendre de quelqu'un pour justifier quelque chose. Sarah a détecté ce jeu malsain très jeune. Je t'aime, alors je te donne beaucoup, mais en échange, tu es docile. Tu n'es pas docile, je te retire ce que je t'offre. Une espèce de cercle vicieux que Sarah a brisé en fréquentant l'université, puis en ayant un revenu qui ne dépend de personne dans son entourage. Et quelque chose de très important qui est aussi dans la plupart de mes romans, c'est qu'on dirait que chez les Libanais, on va nier le plaisir physique. On ne peut pas en parler trop, on ne peut pas partager avec sa mère, on ne peut pas partager, c'est-à-dire qu'on peut avoir 40 ans, rentrer à la maison, embrasser son papa et aller se coucher. Tout cela dit, je ne porte pas de jugement, moi je raconte des histoires. Alors voici une question qui me vient à l'esprit. Est-ce un défaut ou une manière de survie pour la femme libanaise aussi, en fait, c'est une question de choix. Dans une société qui reste de phase traditionnelle et de lois très, très sévères? En fait, c'est vraiment le tiraillement entre les traditions du passé qu'on a héritées de nos mères et puis cette société qui nous regarde et ensuite le choix. Alors, dans plusieurs situations, elle va choisir d'aller jusqu'au bout. Elle va confronter là je vais parler d'autres romans, elle va confronter son entourage et s'imposer. À quel prix? C'est elle qui évalue, dans les romans comme dans la vie. Alors, nier le plaisir, page 26, #NoRules. Évidemment, Sarah doit saluer toute la tribu. Sa culotte est encore poissée du plaisir musclé qui l'a secouée et sur la joue qu'elle tend à son père, le parfum effronté de Luc n'a pas eu le temps de s'estomper. Donc, ce n'est pas que je suis contre la tradition libanaise. Moi, je raconte des histoires, vous comprenez? Je ne veux pas que les gens pensent que c'est pour provoquer une révolution. C'est à l'intérieur des romans, mais ce sont des thèmes qui me tiennent à cœur. Mais la femme libanaise aussi, elle est audacieuse, elle est provocatrice, elle est séductrice et parfois elle peut être très affranchie de ses tabous et surtout très fière de son rôle. Donc la façon dont je la présente dans d'autres romans, c'est qu'elle est en mutation, elle fait tomber son masque et elle assume tout. Un petit passage très rapide de l'amour fauve, page 11. Elle émerge, femme intemporelle, esclave du désir et maîtresse du plaisir. Pour la première fois, elle laisse l'instinct primaire museler la raison pour donner au corps toute sa luxure sans aucune condition. Dans Le cordon invisible, qui je pense est un des premiers romans à parler de l'adultère féminin selon une femme libanaise, je fais aussi émerger à la fin du roman une femme qui est très puissante, qui a calculé toutes ses conséquences. Elle est mariée, elle a une première relation, deuxième relation, troisième relation et elle assume tout. Donc, mon objectif aussi dans tout cela, c'est que montrer le tiraillement auquel la femme libanaise est confrontée et montrer parfois ses choix. Si elle veut rester docile, elle reste docile. Si elle veut ne pas vivre ses passions, c'est son choix. Et si elle veut le faire, je la fais émerger assez triomphante et très, très passionnée. Vous parlez beaucoup de la femme, de sa situation, des obstacles qu'elle
qu'elle fait face. Vous parlez aussi des difficultés dans une société traditionnelle. Encore plus, on a beaucoup parlé récemment de la femme, comme je l'ai déjà dit vite fait, pendant le confinement, pendant les confinements successifs. Quel effet de ce confinement sur vous en tant qu'écrivain, en tant que femme? Et quel regard portez-vous sur ce confinement et comment il a bouleversé aussi la vie de nombreuses femmes? Ben, en fait, moi, la question qu'on m'a posée, surtout mes collègues au travail, est-ce que tu es content d'être en confinement? Tu vas pouvoir finalement écrire beaucoup de romans. Mais en tant qu'écrivaine, moi, j'écris tout le temps. Je n'ai pas besoin d'être en confinement, vous comprenez. J'ai une famille. Moi, j'ai élevé 2 enfants qui ont maintenant 27 et 22 ans. Donc, moi, et j'ai mené quand même une carrière en affaires internationales. Je suis allée au travail tous les jours. Donc, en tant qu'écrivaine, j'ai accueilli le confinement, mais ça m'a fait j'ai pas plus écrit en confinement que ne pas en confinement, mais je peux dire que l'expérience dont j'en tire est très positive parce que je me suis vraiment retournée vers moi-même et j'y ai puisé beaucoup, beaucoup de trésors. On peut terminer avec un passage sur Beyrouth? Oui, en fait, ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est que c'est la journée internationale des droits de la femme. Et puis moi, je suis la fille d'une femme merveilleuse qui s'appelle Beyrouth. Et ce que je réclamerais vraiment, ça serait que Beyrouth obtienne finalement ses droits. Voilà, c'est je très m'excuse, j'ai émouvant. oublié de préparer le passage, oui. C'est très émouvant. Merci beaucoup, Frida Anbar. Merci Restez beaucoup. avec nous et je passe maintenant à Dr Salam Jalloul de Beyrouth. Bonsoir. Bonsoir, Dr Salam. Bonsoir. Médecin de famille, gériatre et médecin de soins palliatifs, né au Liban, a rejoint la France en 1984 pour ses études en médecine, diplômé de la faculté de médecine de Rouen et de Lyon. Dr Jalloul a choisi le chemin du retour au Liban en 2010 pour se consacrer aux soins palliatifs, accompagner les gens dans leur fin de vie pour la rendre plus agréable ou moins douloureuse. Directeur médical de l'association Sanad, ONG, médecin gériatre à l'hôpital de Dar el-Ajaza et médecin attaché associé à l'AUBMC et CMC. Bonsoir, Dr Salam Jalloul. Ravi de vous avoir parmi nous, un parcours voilà, de médecin. Ma première question qui me vient à l'esprit, pourquoi le retour en 2010, quand tout le monde, ou beaucoup de monde partait, vous avez choisi de faire le chemin inverse, de retourner au pays natal pour travailler là-bas malgré votre succès ici en France dans votre carrière? Bonsoir à tout le monde, bonsoir. En fait, oui, l'idée, elle est un peu peut-être bizarre, mais ça s'est présenté comme ça. En fait, j'avais toujours envie de retourner au Liban. Quand j'ai fait mes études en France, j'ai travaillé dans les hôpitaux. Après, j'ai travaillé dans un cabinet privé. Mais j'avais toujours l'envie de retourner et travailler au Liban. D'ailleurs, quand j'ai commencé mes études, en fait, quand j'ai voulu faire une spécialité, j'ai choisi la gériatrie, qui était quelque chose de très novateur en France, en fait, qui venait en 1995. C'était une nouvelle spécialité. Et il y avait, pour être accepté en fait en gériatrie, il fallait donner des raisons pour lesquels on voulait être gériatre. Et puis, je me souviens très bien que je leur avais dit, eh ben, je veux rentrer, travailler au Liban et avancer dans quelque chose de nouveau. Et essayer de faire partager, en fait, à mes compatriotes quelque chose de nouveau et avancer dans ça. Et en fait, l'occasion s'est présentée en 98-99. J'y suis repartie pour 2 ans et puis finalement, il y a eu des circonstances familiales qui m'ont fait revenir en France. Et en 2010, en fait, là, c'était la décision définitive de se dire, bon, les années avancent, l'âge avance, il faudra prendre une décision et c'était enfin, revenir au Liban ou jamais, quoi, en fait. Et voilà, la décision, elle est venue de là. Pourquoi les soins palliatifs? Pourquoi ce choix d'accompagner les gens dans leur fin de vie? Oui. C'est assez particulier, on parle beaucoup de ça maintenant.
plus les dernières années et après la crise Covid, mais vous avez choisi très tôt ce domaine. En fait, nous, en gériatrie, déjà, on est très sensibilisés à ça, à l'accompagnement, aux soins palliatifs, à la fin de vie, déjà dans le domaine de la gériatrie. En fait, en arrivant au Liban, j'avais un ami commun avec la présidente de l'association Sanad, de notre ONG, en fait, qui s'appelle Loubna Azzeddine. Et la personne, en fait, elle cherchait un médecin pour l'association. Et ça s'est présenté comme ça. Je venais d'arriver, moi je suis arrivée en juillet 2010 et en septembre, j'ai fait la connaissance de cette personne qui est quelqu'un vraiment qui a beaucoup de valeur et qui est très dévouée dans ce qu'elle fait. Et elle m'a vite convaincue et comme en plus j'étais, je vous dis, dans le domaine en fait, et qu'elle m'a raconté que les gens au Liban, malheureusement, en fin de vie, ils mouraient de douleur et qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui s'occupaient d'eux, et je pense que là, on s'est rejoint dans notre projet. Et puis, ça fait 10 ans qu'on fait ce petit chemin ensemble avec plein de gens. On a commencé à 3 personnes dans une maison privée, en fait. On était tous volontaires pendant un an et demi. Et puis, avec le temps, cette association, elle a pris de l'ampleur. Et en fait, maintenant, on est à peu près une trentaine de personnes. Et on a une antenne à Beyrouth et une antenne dans la Bekaa, en fait, le Bahr al-Awsat. Comment vous vivez ça au jour le jour, surtout après la crise au Liban, la crise économique, une crise inédite, après l'explosion de Beyrouth, le Covid aussi qui frappe le pays récemment beaucoup. Comment ce travail est entouré par toute cette situation? Oui, c'est vrai que les choses sont difficiles, hein. C'est vraiment difficile. On a dû à plusieurs reprises revoir la façon de travailler, surtout avec le Covid, mais certains moments, parce que si vous voulez, nous, on va chez les gens en soins palliatifs, c'est-à-dire on va chez les gens à domicile et on est une association à but non lucratif. Donc, en fait, on demande de rien, bien sûr, au niveau financier. Et donc, quand on allait chez les gens, des fois, on était confronté à des routes fermées, à des problèmes des fois des gens armés ou quoi que ce soit. Et donc, il a fallu à chaque fois réviser la situation, revoir comment faire, parce qu'on ne voulait pas non plus prendre de risques pour notre équipe en fait soignante. Et en même temps, on ne voulait pas non plus laisser les personnes sans soins. Donc, ça a été vraiment difficile. Avec le Covid, là, c'était vraiment la chose la plus difficile. Et il y avait 2 choix. Il y avait le choix de continuer à faire ça par téléhealth, c'est-à-dire à voir les gens en vidéo, en fait, et soigner les gens par vidéo seulement. Et on avait le choix aussi d'aller voir les gens en ayant tout ce qu'on appelle PPE, c'est-à-dire la tenue complète, en fait, avec le masque, avec la petite chemise, en fait, qu'on met dans les hôpitaux, etc., le face mask et tout ça. Et finalement, on a pris cette décision parce qu'on s'est dit que devant la douleur et devant la fin de vie, on ne pouvait pas se permettre d'être face aux gens avec un écran qui nous sépare, en fait. Il fallait être, en fait, le face-à-face, on ne pouvait pas ne pas le faire. Et puis, on a avancé comme ça. Et pour l'instant, on a vu à peu près depuis 2010 1300 personnes. Notre activité augmente d'année en année. Et c'est vrai qu'on voit maintenant qu'il y a des gens, donc c'est aussi toute une démarche pour que les gens connaissent, c'est un droit mondial en fait, leur droit, et demandent les soins palliatifs. Mais malheureusement, on est encore à des étapes très primaires en fait, et il n'y a pas assez de monde dans ce domaine. Mais bon, on essaye de faire avec les moyens du bord et on essaye d'avancer, et c'est le plus important. Qu'est-ce qui vous frappe le plus récemment, voilà, avec toutes ces crises successives au Liban, et quel était vraiment l'obstacle le plus majeur dans votre parcours?
Franchement, ce qui est le plus frappant, c'est l'économie, en fait. C'est l'état financier des gens. Parce que quand vous allez dans les maisons, en fait, vous voyez des choses trop tristes, en fait, et vous ne pouvez pas sortir indemne de ça. Quand vous allez chez une personne et puis vous voyez qu'elle a 43 ans et qu'elle ne peut pas acheter un médicament pour se soigner ou pour pas avoir mal, tout simplement. On a eu des cas très difficiles. Je vais vous donner quelques exemples. Je pense que, bon, c'est toujours très touchant, mais ce n'est pas grave parce qu'il faut que les gens sachent des fois qu'est-ce qui se passe aussi ici. On a déjà été chez des gens, en fait, en disant, est-ce que vous mangez? Elle nous a dit non, j'ai pas très faim. En fait, pour une personne qui a un cancer, on pense que c'est ça, tout à fait, parce que souvent les gens qui ont des cancers avancés, ils ont du mal à manger parce qu'ils ont moins d'appétit. En fait, quand on a creusé davantage, on a su que cette personne, en fait, elle voulait pas demander à son fils de lui acheter à manger, de lui acheter de la viande ou de lui acheter des suppléments, des protéinés. Donc, en fait, le problème, c'était pas qu'elle n'avait pas faim, c'était qu'elle ne pouvait rien acheter. Elle n'avait pas les moyens. Oui, elle n'avait pas les moyens, malheureusement. Et ça, c'est très, très fréquent. Et nous, c'est vrai qu'on aide les gens avec nos moyens, avec ce qu'on peut. Ça peut être au niveau médicamenteux. Il y a des fois, on a rempli des frigos par des denrées alimentaires parce qu'ils n'en avaient pas. Des fois, on a dû participer à des enterrements aussi. Il y a une femme qui avait même pas, son frère n'avait même pas les moyens pour le faire. Et en fait, on a participé à ça. Donc, est-ce que la c'est femme vraiment des est situations très particulièrement difficiles. plus frappée par cette crise au Liban aujourd'hui Ah et oui. plus quand elle est âgée, par exemple, plus les personnes âgées et plus les femmes en particulier? C'est plus les femmes en particulier, oui, tout à fait, parce que, alors âgées, oui, certainement, parce que de toute façon, vous savez bien qu'il y a beaucoup de gens, de femmes qui n'ont pas travaillé, ou même si elles ont travaillé, donc elles n'ont pas forcément une retraite décente, en fait, pour continuer à vivre décemment. Mais en même temps, en fait, on a beaucoup de gens aussi qui ont perdu leur mari ou les enfants sont à l'étranger, ou bien il y a des enfants aussi qui sont au Liban, mais malheureusement, ils ont des salaires très, très limités, donc ils ne peuvent pas subvenir aux besoins de leur maman. Et en même temps, on a beaucoup de femmes aussi qui sont un peu dans la misère, entre guillemets, quand elles sont un peu fragilisées par un divorce. Si elles sont veuves, si elles n'ont pas de travail, enfin, etc. quoi. Donc, c'est vrai que ça, c'est des choses qu'on voit régulièrement, malheureusement, et on sent bien que les femmes sont touchées. On a eu un cas comme ça de femme qui avait 39 ans. Son mari, elle était très gentil, mais il devait aller travailler de toute façon, puis elle restait toute seule toute la journée avec des enfants en bas âge. Donc, c'est un peu compliqué, c'est des situations compliquées et il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine, malheureusement. Merci beaucoup pour votre témoignage. Désolée, on a parlé de choses tristes, mais non, mais voilà, bon, c'est la vérité. Et mais il y a aussi des femmes très dévouées, on a des volontaires, on a des gens qui veulent faire des soins palliatifs. On garde espoir. Et je vais vous raconter quelque chose de très, très rapide pour vous dire aussi, on a quelqu'un qui a en fait, elle allait être diplômée. En fait, sa maman, malheureusement, elle n'avait pas suffisamment de temps. Donc, on lui a mis la toge, on lui a tout mis et puis elle s'est prise en photo avec sa maman. Et il y a eu plein de choses comme ça aussi, de très belles histoires qu'on peut raconter. Voilà. Merci beaucoup pour votre témoignage. Merci pour vous. cette note d'espoir à la fin, oui, Dr. tout Jaloul. Tout à fait. Merci. Restez avec nous. Je vais passer maintenant à Michel Hourani. Je vais demander à Michel Hourani d'ouvrir son micro. Bonsoir. Bonsoir, Aja. Bonsoir tout le monde. De l'Arabie Saoudite, bonsoir. Michel Hourani, né au Liban, quitte son pays natal pour l'Arabie Saoudite il y a 26 ans. Très jeune, elle a une maîtrise en littérature française, thésard en poésie à l'université Cergy-Pontoise, prof de philosophie à l'école française internationale de Riyad et prof de littérature à l'université de King Saoud. Poète, Michel Hourani a publié dans différents magazines littéraires. Il a publié 8 recueils de poèmes aux éditions Edilivre. L'Harmattan, Robert Lobé, son dernier recueil intitulé « C'est ainsi que je te vois » qui vient de sortir récemment en janvier, édition La Contentieux. Un recueil qui est très touchant, qui parle de l'exil, de la nostalgie, des plaies de la guerre, mais aussi de la révolte, des tyrans, les politiciens corrompus
et de l'espoir également d'un pays qui naisse de ces centres. Bonsoir encore une fois, Michel Hourani. Rebonsoir. J'aimerais bien qu'on commence avec deux petits poèmes. Voilà, on a beaucoup parlé, discuté. Deux petits poèmes, l'exil et prière. Avec S'il grand vous plaît. plaisir. Exil. Tes chansons m'attendent à chaque tournant. Elles me fourmillent les doigts, me gargarisent les yeux, me poignardent le cœur. Tes chansons parlent de nous, rythment ta danse en solitaire sur l'échafaud de mon absence. Ô Beyrouth. Je passe maintenant à prière. Alors ces deux poèmes parlent du Liban et de toute ma douleur envers le Liban. Prière. Laisse-moi juste m'assoupir à cette fenêtre grande ouverte. Laisse-moi juste ce moment où je pourrais me lever avant l'aube et guetter sur le point de l'horizon le soleil se lever sur ma mère qui vieillit seule de l'autre côté de mon exil. Voilà. Michel, l'exil, c'est un thème qui est omniprésent dans vos poèmes. Pourquoi ce thème surgit beaucoup? Ça fait 26 ans que vous êtes en Arabie Saoudite, que vous êtes loin du Liban, et ça reste votre thème principal. Oui, tout à fait. L'exil, ben oui, 26 ans, c'est pas peu. C'est toute une vie en dehors de Beyrouth. Et c'est vrai qu'on laisse derrière nous les amis, la famille, nos parents. Et comme je le dis dans le poème, nos parents qui vieillissent seuls de l'autre côté de notre exil. Et c'est pas évident. On vit pas leur souffrance. On a beau essayer de vivre leur souffrance, on le vit pas pareil. On le vit soit décuplé, soit diminué. Vivre dans un pays où on n'a pas d'appartenance, où on n'aura jamais d'appartenance, du moins pour moi. C'est vrai que Riyad m'a accueilli à bras ouverts il y a 26 ans et j'en suis vraiment reconnaissante à ce pays. Mais le Liban restera toujours mon pays et ma terre natale et mon attachement et mon port d'attache. Voilà. Vous parlez dans vos poèmes de l'exil, vous êtes souvent nostalgique, comme on l'a vu, mais en même temps, vous êtes révolté contre un système, contre les tyrans, comme vous le dites, les politiciens corrompus. Faisons encore une fois une petite pause avec un poème qui m'a beaucoup plu, qui m'a beaucoup ému. Que faut-il encore? Alors, avant, je voudrais vous demander, est-ce que le son affecte la musique que je mets? Est-ce qu'elle affecte ou non? Non, pour moi, c'est très bien. En revanche, pour les participants, Raja, effectivement, ça baisse un peu le son. Et d'où on a eu un message en privé. Donc, après, ça reste entendu. Donc, vous préférez que je le lise sans musique? C'est possible. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, que faut-il encore? Combien faut-il de courage et d'espoir pour rester digne et remonter la nuit, malgré les cataclysmes de son pays, pour accepter de voir sa vie démolie par les dirigeants et leur ignominie? Combien faut-il de courage et d'espoir pour s'essouffler à réitérer ce qu'on a érigé durant des années, pour porter des prières crucifiées face à tant de perversité? Combien faut-il de courage et d'espoir pour s'épauler dans les drames alors qu'on n'a plus de force ni de larmes, pour ensevelir ses bien-aimés et tâcher de rester debout sans s'effondrer? Combien faut-il de courage et d'espoir pour mettre le cap vers l'inconnu sans avoir aucun espoir en vue? Faut-il
tout un pays dévasté pour que le pouvoir et sa corruption soient renversés. Merci. Voilà, c'est dit, c'est très émouvant. Vous êtes révolté. Il y a de nombreux poèmes dans ce recueil qui parlent politique, explosion, politicien, paix comme politicien, tyran rime avec Liban. C'est aussi cette révolte-là qu'on a vue dans les rues du Liban qui est très... qui était votre inspiration de ce recueil? Alors oui, bien sûr, tout ce qui se passe au Liban, c'est vrai qu'il y a des gens, les Libanais, les citoyens au Liban combattent avec leur moyen de bord. Et moi, mon moyen de bord, c'est ma plume. C'est comme ça, c'est ma bataille à moi. Chacun fait avec ce qu'il peut. Et c'est ça ma résistance. Quelque part, j'ai pu participer à cette résistance que faisaient les Libanais et je suis toujours là à me révolter avec ma plume, à partager la nostalgie d'un Beyrouth d'antan avec ma plume, à donner de l'espoir aussi avec ma plume. Voilà. Je vais vous demander à tout le monde de couper les micros, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Michel Hourani, en tant que femme exilée dans un pays qui n'était pas toujours facile à vivre pour les femmes, quel ressenti aviez-vous aujourd'hui? Alors, j'avoue que j'ai été assez chanceuse parce que moi, comme vous l'avez dit, j'ai fait lettres françaises, donc je suis prof de formation. Et il y a 26 ans, ce métier-là était, je dirais, presque le seul ouvert aux femmes. Donc, si j'étais architecte d'intérieur il y a 26 ans, je n'aurais pas eu l'occasion de travailler et donc, alors qu'aujourd'hui, tous ces métiers sont ouverts à toutes les femmes en Arabie Saoudite. Et c'est vrai que c'est un pays d'hommes, l'Arabie Saoudite. Et on est entouré d'hommes, mais j'ai pu avoir ma place en société grâce à ma profession et à ma formation de femme, en tant que prof, tout simplement. Donc, je m'estime heureuse et chanceuse d'avoir fait cette formation pour pouvoir avoir ma place parmi ces hommes et dans ce pays que je dirais un pays d'hommes. On va terminer, s'il vous plaît, avec un poème, encore une fois, mais qui nous laisse sur une note d'espoir. Alors oui, j'aimerais partager avec vous le symbole de ma croyance. Le symbole de ma croyance. Les nuits de ma terre m'ont appris l'attente et plus encore la patience. Les histoires du silence racontent nos abris, nos peurs et nos prières. Mes souvenirs ont la couleur de mon exil. Et pourtant, la jeunesse est têtue comme la naissance d'un poème. Et l'oubli ensevelit ses derniers souvenirs. Le printemps ne reviendra qu'avec l'espoir. Où est passé mon quart de siècle d'exil? Je ne m'y habituerai jamais. J'aurai toujours la soif d'un retour définitif parmi les miens. Oui, je reviendrai vers mon Orient, telle l'aiguille d'une boussole vers son nord. Les poches remplies de nouveaux jours, les bras chargés de nouveaux rêves. Mais je ne serai pas seule. Nos nuits s'allumeront de nos cendres et le printemps glissera sur notre terre endormie et sur nos épaules lasses tombera le poids de l'espérance. Merci. Merci beaucoup, Michel. En attendant ce printemps, on l'attend tous avec impatience. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Restez avec nous. Je vais passer à notre invitée Maria Arous Ashmar. Bonsoir Maria, artiste peintre. La femme est toujours présente dans les tableaux de Maria qu'on voit derrière elle. Je vais vous demander d'allumer votre micro. Bonsoir Raja, bonsoir. Bonsoir. Pour tout le monde, je vous souhaite une bonne fête pendant cette journée de la femme.
Merci Maria. Une femme qui représente la vie dans vos tableaux, dans tous ses états. Maria Ashmar est née au Liban, a rejoint la France il y a une dizaine d'années à peu près pour retrouver la paix. Elle se décrit comme une artiste de paix, une femme traumatisée par la guerre qui essaye de retrouver la joie de vivre par la peinture et offrir cette joie de vivre au public. Elle expose ses œuvres souvent à Paris. Elle a eu également plusieurs prix. ماريا جعبالي احكي لبنان اذا بتسمحي لي. بتمنى اكيد. خبرينا شوي عن لوحاتك. عم نشوف لوحه حلوه كثير وراك لفام نو. المراه بتصوريها باللوحات بطرق مختلفه entre la femme dansante, المراه الراقصه، المراه التي تحضن، التي تستقبل في بيتها، المرأة مع الرجل، المرأة مع نظيرتها المرأة أيضا. في كل هذه الحالات المرأة دائما حاضرة في كل لوحاتك. ما الفرق بين أن يرسم الرجل المرأة وأن ترسم المرأة بأنامل بعيون امرأة أخرى؟ أنا بحب كتير جسد دور المرأة بالحياة، لأنه بالنسبة لي هي عنصر فعال جداً. هي يعني بتعبر عن الحياة، بتعبر عن الجمال، بتعبر عن الأنوثة، بتعطي الأمل. يعني إذا قعدنا كتير نوصف المرأة ما رح نقدر نكفيها حقها. لما برسم المرأة نيو مثل اللوحة اللي شافتيها وراي، هي تعبير عن الحرية يلي بتطمح لها المرأة. وأون بلوس أنا عندي شوي نظرة خاصة بالنسبة للفام نيو. أنا بعتبر إنه إذا كانت هيك المرأة هي مخلوقات الله، لما ربنا خلق المرأة خلقها نيو، هيدا هو جمالها. وأنا بعتبرها هيدا شيء طبيعي جداً. ما بعتبر جسد إنه عاري نراه في هذه اللوحة من ورائك، ولكن في نفس الوقت هو جسد جميل، هو جسد راقي، هو جسد يعني بكل تحولاته. صح. وبالنسبة لي أنا كتير برسم بلوحاتي أنا لسان الصدر المرأة اللي هو بيعبر عن الأمومة. يمكن الناس كتير بتقول عيب ومش حلو هيك، بس أنا بعتبر بالعكس تعبير عن الأمومة يلي حدت من حرية المرأة، يلي هي الأمومة اللي خلت المرأة تعطي حياتها وتكرس عمرها لتحضن أولادها وتربيهم. إلها دور كبير المرأة هي مش بس جسد عارم بتبين لنا الجمال والإثارة، كلا فإن المرأة هي مثل ما بيقولوا تهز العالم بيمينها وتهز السرير بيسارها. أو المرأة شيء كتير مهم بالحياة، هي من تعطي الحياة طبعا. طيب ماريا، يعني أنا وعم فتش هيك عنك وأبحث كتير لقيت بتحكي عن الحرب، عن أثر الحرب على نفسيتك، على حياتك بلبنان، ولكن هذه الحرب غائبة في لوحاتك، يعني كأنه بعدها تابو. ليش؟ مش تابو، بالعكس. كتير رسمت اشياء عن الحرب بس ما بحب اظهرهم، لانه انا من النوع اللي كتير بخبي الوجع وبخبي الألم وما بحب خلي العالم تتعذب. بحب بالعكس أقدم اشياء تفرح قلوبهم، تيجي تخليهم يحلموا بالحياة الحلوة. ما فينا نوقف عند الشر، ما فينا نقول الشر موجود وخلص سفيني لازم نخاف ونتخبى. نو، بالعكس لازم نرجع نحلم بالحرية، نحلم بالخير، نحلم بالفرح ونبرهن. بتواجه ذكريات الحرب القاسية بلوحات جميلة، لوحات تنقل الجمال والسعادة؟ لما برسم عن الحرب، لما رسمت ب4 آب لوحة الانفجار تبع بيروت، بدون ما كنت واعية على حالي شو عم بعمل، رسمت. كان ألوانها غامقة،
ديجا موجودة هون إذا بتحبي فرجيك إياها. تفضل. ألوان غامقة، ألوان الحريق. بتقولي لي بس بليز إذا رح تبين معك. سلا. اي بينت. أوكي. بس ما تفخرت فيها. ماني من النوع اللي بتفاخر بشيء بزعل بحزن. بتفاخر بالاشياء الحلوه يلي بتبسط الناس وبتعطيهم امل بالحياه. بس الحرب ما فينا ما نهرب منه، والاذى ما فينا ما نهرب منه. اكيد بقلبي موجود هالوجع. طيب رسمتي في تابلو كتير كمان شهير لك، رسمتي المرأة تحت الحجر الصحي، وجه هذه المرأة وكأنه الكرة الأرضية تلف بوشاح وجه هذه المرأة التي رسمتها. هذه اللوحة شاركتي بها مع اليونسكو، أخذت عليها جائزة كمان. ليش هذا الخيار وكأنه المرأة هي من تمثل هذا الحجر، وكأن الحجر أقصى على المرأة من غيرها، وهي تمثل الكرة الأرضية المحجورة في نفس الوقت؟ طبعا لحية هذه هي اللوحة. هذه اللوحة أنا اشتركت مع اليونسكو مشان تعبر عن الحجر 2020. رسمت المرأة مثل كأنها كرة أرضية مغطاية تمها ومحجورة. تقول إنه المرأة عم بتعاني من هالحجر، عم بتعاني من الذل لما بتكون مزروبة مع حدا كل الوقت. كتير تعرضت لإساءة، كتير تعرضت لكلام جارح، كتير تعرضت الضرب والعنف المنزلي والأسري. حبيت أعبر، حبيت أحكي عن هدول العالم الموجوعين، لأنه المرأة صراحة منا كتير مكتفية مادياً ومعنوياً. رسمت هيدي اللوحة والحمد لله ربحت وأخذت سيرتيفيكا إنه أنا شاركت وربحت. شكرا كثير لك على هيدي المشاركه معنا اكيد، لان بدي اذكر كمان اللي عم يسمعونا انه بالاخير رح نفتح الباب للاسئله مع كل النساء اللي تدخلت معنا. ميرسي لك. Je continue avec Nada Salem Abi Samra. Bonsoir. Je vais demander à Nada Salem Abi Samra d'ouvrir son micro. Bonsoir Raja, bonsoir. Bonsoir, née au Liban, vit aux États-Unis depuis 2006, un parcours d'excellence, diplômée de l'Université de George Washington. Elle a présidé la Fondation libanaise chrétienne aux États-Unis. Elle intervient dans plusieurs universités américaines, travaille surtout sur les questions de la démocratie au Liban et de la femme. Elle travaille avec International Foundation for Women's Empowerment, la Fondation internationale pour l'autonomisation des femmes, organisation non partisane créée en mars 2019 récemment, avec un objectif principal: aider les femmes à s'épanouir tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel. Bonsoir Nada Salem Abi Samra, parlons un peu au début de votre parcours, un parcours d'excellence. Quels étaient les obstacles majeurs en tant que femme et voilà, en tant que Libanaise qui a vécu à l'étranger, qui a décidé de quitter le pays pour des raisons et personnelles et professionnelles, et qui a aussi eu du succès aux États-Unis? Merci beaucoup Raja, merci à l'ULCM de m'avoir invité, à Julie Callas-Sater et aussi à Madame Carole Najjar et à tout ce que vous faites vraiment. J'ai travaillé ici un peu dans le temps avec WLCU en Amérique et j'apprécie beaucoup tout ce que vous faites en tant qu'organisation mondiale. Avant tout, s'il vous plaît, excusez-moi parce que ça fait longtemps que je vis aux États-Unis et ça fait longtemps que je n'ai pas parlé français. Je parle français très bien, mais vous pouvez aussi parler en anglais, en libanais, voilà. Oui, merci. Je vous laisse le libre choix. Oui. Alors, en fait, je n'ai pas commencé par ce parcours-là. Moi, je suis traductrice à l'origine.
J'ai travaillé un peu dans le domaine de la traduction, mais j'adore l'éducation. J'ai enseigné pendant plusieurs années. J'ai enseigné à l'USJ au Liban, à Jamhour, à l'ECS. Ici, j'ai enseigné aussi à George Washington University, Methods Course for Teachers of Arabic as a Foreign Language. En fait, et j'adore l'éducation, j'adore aider les autres. Il y a 2 ans, quand j'ai travaillé pendant longtemps ici aux États-Unis à inscrire les Américains d'origine libanaise au Liban pour préserver la démocratie au Liban, pour préserver la diversité au Liban. Ça, c'est vraiment quelque chose dont on a besoin. Mais il y a 2 ans, j'ai créé la Fondation pour les femmes. Les obstacles, vous savez, il y a toujours des obstacles, toujours, de tous les points de vue, mais résilience, on doit foncer, we have to fight everything and just go on. Je sais pas, la chose la plus importante pour nous maintenant, c'est de pouvoir aider la femme dans le monde, mais plus spécifiquement, la femme libanaise. La femme libanaise a besoin d'aide. La femme libanaise est une femme très forte. Elle est très forte. Mais malheureusement, notre entourage ne nous laisse pas vraiment nous épanouir. Par exemple, quand on va au Liban, si on prend un taxi, la manière dont on nous parle, le taxi driver nous adresse vraiment, c'est comme, c'est pas vraiment, c'est quelque chose qu'on doit, we have to fight. Alors, on travaille à plusieurs niveaux. Là, vous pointez le doigt sur l'harcèlement de rue qu'on rencontre souvent plus au Liban ou dans des pays orientaux, cet harcèlement-là. Parlons un peu de cette femme et comment l'aider, c'est-à-dire du travail de la Fondation pour les femmes que vous faites. Pourquoi cette fondation et par quels moyens vous aidez les femmes vraiment à s'épanouir, comme vous dites? Oui. Within this foundation, notre objectif principal est d'autonomiser les femmes et de les aider à s'épanouir, tant sur le plan personnel que professionnel, indépendamment de leur nationalité, de leur religion et de leur affiliation politique. Alors, on a 7 projets. We have a large team. On a des gens partout dans le monde qui sont avec nous. Mais nos 7 projets, le premier, c'est autonomisation politique, autonomisation des femmes. Empowerment, c'est le mot courant qu'on l'utilise même en français, empowerment, women empowerment. Oui, women's empowerment for leadership. Empowerment personnel, professionnel, empowerment économique et financier, empowerment de la femme dans l'entreprise, empowerment de la femme en matière d'éducation, les aider à leur enseigner un peu, les aider à accéder peut-être à des postes clés, à réussir. Oui. Et à la fin, on a le mentorat féminin. Oui. D'accord. Je vais parler un peu de la sphère politique. On trouve que la femme au Liban, dans cette région du monde, voilà, le Moyen-Orient, le monde arabe, elle est moins représentée en tant que femme et en tant que cause féminine. C'est-à-dire même quand elle est là, elle ne porte pas vraiment les projets qui aident la femme à avancer. J'ai vu que votre fondation travaille beaucoup sur ce sujet. En fait, on a commencé en Jordanie l'année passée parce que j'ai vécu en Jordanie pendant 1 an et quelques. On a donné des surveys aux femmes qui sont intéressées par accéder au Parlement.
Parce que, vous savez, la vie politique, accéder au Parlement, être parmi les femmes de decision makers, ça, c'est ce qui va nous mener à changer le statut de la femme. On travaille à plusieurs niveaux. On suit la pyramide de Maslow. On travaille au niveau de basic needs et ensuite on monte jusqu'à self-actualization et à la fin transcendence que Maslow a ajouté après. Et on apprécie beaucoup ça. At the level of transcendence, à la fin, la femme qui aide l'autre femme, qui aide the other woman. This is what we want to focus on. Parce que si on arrive à aider la femme à accéder au Parlement, et non pas seulement accéder au Parlement, à être une députée au Parlement, mais to be a decision maker. Not just be there because we want a woman there. We want her to be a decision maker. On veut qu'elle soit indépendante. On veut qu'elle soit autonome. Alors, on a commencé ce travail en Jordanie. We gave a survey. On leur a demandé de quoi vous avez besoin, avez-vous besoin pour qu'on vous aide, pour que vous puissiez accéder au Parlement, pour que so that you can run and actually succeed. On a eu beaucoup de bonnes réponses, bien sûr, capacity building. L'autre qui est très importante, c'est comment se promouvoir, comment how to lobby, how to promote yourself. Parce que malheureusement, en tant que femme libanaise et arabe et libanaise, la femme is trained not to promote herself, not to put herself out there. On sent que oui, ça va, si on réussit, ça va, si on ne réussit pas aussi, ça va. Si on fait un peu d'argent, ça va, si on ne fait pas d'argent, it's okay, I'm a woman, I have someone to support me. Non, ça c'est quelque chose qu'on doit changer. Non, la femme, on doit lui donner enough self-esteem and self-confidence et empower her enough pour qu'elle puisse dire « Ah non, moi je veux faire de l'argent, moi je veux accéder au Parlement, moi je veux ça et ça et ça ». C'est pas seulement si j'y accède, ça va, si je n'y accède pas, ça va aussi. Non. Ça, c'est quel conseil donnez-vous aux femmes aujourd'hui? Comment expliquez-vous qu'au Liban, la loi ne suit pas encore les lois, certaines lois sont encore très archaïques? Et quel conseil donner à cette femme au Liban qui était présente dans la rue récemment, dans la Révolution, qui est présente dans le monde du travail, qui est présente dans la société? Quel conseil donnez-vous à cette femme? En fait, on a été vraiment impressionnés par la présence de la femme libanaise pendant la révolution. Et vraiment, maintenant, on voit toujours les photos. Mais ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. La femme libanaise est forte, comme je l'ai dit. La femme libanaise est vraiment présente. Elle est capable. Elle peut faire plein de choses. But there is this little something that is missing. OK, on arrête à un certain point et on ne continue pas. Pourquoi? Resilience, foncez, no matter what the obstacles are. Foncez, continuez et network with each other, seek to help each other. Transcendence de Maslow, la transcendance, c'est que he put it as the highest level, above self-actualization, qui est l'accomplissement personnel. Ça, c'est aider les autres. Et quand on arrive à s'accomplir et ensuite à to reach the level of transcendence, on peut créer des choses pour aider les autres. Et c'est seulement quand when we think of helping other women, helping each other,
that we can succeed. Et la communauté, notre communauté, بعدنا نحن هلا we don't support each other. We support each other on the surface. بس إذا منحك شوي منلاقي لا, we don't really support each other. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Unless we really support one another as women, unless we get men also. Les hommes ne sont pas nos enemies, nos ennemis. Ils ne sont pas nos ennemis, on les veut avec nous. Dans notre fondation, on a même plus que 50% de nos membres, advisory board members, sont des hommes. On a besoin d'eux. C'est avec eux qu'on peut to fight the status quo. On a besoin d'hommes, c'est pas un combat contre eux, et les féministes hommes sont toujours les meilleurs. Oui, oui. Ce sont Merci beaucoup. Qui doivent nous aider à changer. Merci beaucoup, Nada Salam Abi Samra. Restez avec nous, bien sûr. Je pense qu'il y aura beaucoup de questions qui seront adressées à vous. Je continue et on va au Canada maintenant avec Hailov Hatchiti. Bonsoir. Bonsoir, Hailov Hatchiti née au Liban. Elle a fait ses études d'audiovisuel à l'Alba, au Liban. Elle a travaillé dans la production, dans des maisons d'édition avec LBC, la télévision. Elle a travaillé dans des tournages de plusieurs vidéoclips au Liban dans les années 90 avant de voyager au Canada en 2000, où elle travaille toujours dans la communication. Elle est fondatrice et directrice du Festival du film libanais au Canada, LFF Canada. Parlons de votre parcours. Bonsoir, Hailov Hatchiti. 21 ans au Canada, dans le monde de culture, c'est toujours pas évident, plus difficile de changer de pays dans ce monde-là et de percer dans un domaine qui est souvent très fermé dans chaque pays. C'est juste ça, exactement, tu viens de le dire. Au début, je veux commencer à remercier ULCM et Madame Carole Koussairi pour l'invitation. Merci à toi, Dr Makki, pour cette introduction. Je suis vraiment honorée d'être parmi vous et ces femmes formidables ce soir, vraiment. Pour parler du parcours, surtout depuis mon arrivée au Canada, c'était difficile. Je ne peux pas dire que c'était la plus facile chose à faire. Tu sais, on déménage dans notre pays des fois d'une ville à une autre, puis on se sent des étrangers. C'était difficile et en 2000, c'était beaucoup plus difficile que maintenant aussi de s'embarquer sur le marché du travail au Canada. Tu changes un pays au complet, différentes cultures, différentes valeurs. You have to fight for your own, comme on dit, puis you have to prove yourself aussi sur le marché du travail. Moi, j'étais obligée de changer vraiment ou bien de recommencer de nouveau mes études, puis je me lançais dans ma nouvelle carrière dans le domaine du tourisme et l'administration des affaires. Et j'ai occupé différents postes chez Vacances Air Canada depuis 2004. Puis après, puisque j'ai toujours mon rêve de rester dans le domaine, dans l'industrie du cinéma, en 2009, j'ai repris mes études pour devenir productrice certifiée de Los Angeles en tant que PA pour des productions cinématographiques, télévisuelles et commerciales. Et ça m'a donné aussi la chance de découvrir plus ce domaine au Canada. Et quand on était déjà vraiment prêt en 2017 avec Sam Lahoul, le fondateur de Beyrouth Film Society, et Gilbert Saer, directeur artistique, on a cofondé le festival du film libanais au Canada. Et grâce au travail acharné et la persévérance de l'équipe, maintenant le festival se trouve dans 5 villes majeures du Canada ou canadiennes. Montréal, Ottawa, Toronto, Halifax et Vancouver. Et Isa Allah-Rad, 2 autres villes seront dévoilées en 2020 quand on retourne en normal, si c'est vraiment, ça va arriver avant 2022. Ça nous mène à parler du confinement qui était dur sur tout le monde, mais surtout sur le monde du cinéma. Voilà, comment viviez-vous tout ça au Canada? Et surtout pour le festival, pour la prochaine édition. Oui, mais c'était vraiment difficile, même en 2020, l'année passée, la dernière édition,
C'était difficile pour nous pour la lancer, mais malgré la pandémie, on a fait notre édition 2020 en ligne. Et c'était la première fois qu'on le fait normalement, nous, on le fait en personne. Puis ça, c'est le but du festival, c'est vraiment de rassembler les gens, puis créer un événement culturel où tu peux rencontrer tout le monde de différentes cultures. Surtout qu'on était en train d'essayer de raccourcir les distances entre la culture libanaise puis la culture canadienne aussi, et faire montrer notre belle image du Liban. C'était difficile, mais pour notre surprise, je te dis, on avait 17 000 participants en ligne pour l'édition de l'année 2020 qui ont partagé avec nous ou qui ont poursuivi notre mission en direct. Puis ils ont suivi tous les films qu'on a vraiment projetés pour 2020, puis c'était un tribute à Beyrouth l'année passée. Le festival, comment est accueilli depuis sa naissance au Canada? Le film libanais en général, comment est-il accueilli au Canada? C'était une surprise pour nous que vraiment le monde ici a faim de voir le cinéma libanais. Puis nous, en choisissant le programme, on choisit les meilleurs, bien le top of the top, comme on dit, des films libanais qui ont des messages aussi, puis qui parlent de notre culture. pas juste les Libanais يلي كتير انبسطوا انه جبنا الفestival على كندا, c'est plus les autres communautés qui ont partagé leur vision avec nous, قديش هن محمسين انه نشوفوا كمان des films libanais, لانه هون ما في افلام كنا نحضرها. يعني les gens qui vivent ici, ils savent que c'est rare que الافلام اللبنانيه بتجي. بيجوا juste dans les occasions, disons un film ou pour des raisons تنقول des occasions, pas pour tout le temps, بس الفستيفال إذا بدك خلق صفحة جديدة, خلق حركة جديدة بكندا. On a pensé إنه رح نكون بفيل وحدة اللي هي مونريال وموا جابيت, بس كنا كتير مبسوطين إنه قدرنا نروح على 5 villes بكندا هلا. Récemment, on a beaucoup parlé de la vague de MeToo dans le monde de culture en général, de cinéma en particulier. Est-ce qu'on a vu la même émergence au Liban, dans le cinéma libanais, ou on est encore très loin? Je ne peux pas dire qu'on est encore très loin, mais on travaille fort sur ça et on voit qu'il y en a des changements. Oui, c'est un peu, c'est pas beaucoup, mais aussi ça... On a besoin des filles, des femmes libanaises, les directrices, les réalisatrices, les filmmakers libanais, les filles, de nous rejoindre aussi mi-chemin, parce que nous, on est là pour les aider, pour les supporter. كمان هن لازم يتشجعوا. زي ما قلنا, il nous manque du confiance نحن للصبايا لحتى نحط حالنا sur le marché du travail. Alors, dans ces temps-là, il y en a beaucoup de filmmakers qui بتشوفيهم هلا كلهم باليونيفرسيتي, بس نحن بنعوز انه يكونوا يتشجعوا ويقدموا افلامهم, يكونوا يثبتوا حالهم على المارشي دو ترافاي. في كتير بنات عندهم افلام كتير ناجحه, بس بتنقصهم الشجاعه. مشان هيك en janvier 2021 صرت مع وو يلي هي NGO بتشتغل على انه نساند المراه ان كانت صبيه ولا اجي ولا شو ما كان, حتى نساعدهم يثبتوا حالهم ويحطوا حالهم على المارشي دو ترافاي. وكمان او نيفو بيرسونيل, لانه بضل عندنا حدا قبل شوي ذكر انه بضل عندنا وي ار شاي, يعني البنات بيستحوا. لازم نلاقي هيدي القوه لحتى نحط اجرينا على الارض, وخصوصي انه المراه هي نص العالم وعم بتربي النص الثاني من العالم. ويمكن في عوائق كتير كمان بعالم السينما قدام المرأة. يعني هذا الموضوع بينحكى عنه حتى هون بفرنسا, بهوليوود كل مرة. قد ايه في مخرجات, قد ايه في ممثلات, هل بيتقاضوا نفس الأجر, هل بينعطوا نفس الفرص. اليوم هل المرأة اللبنانية تصور بالسينما اللبنانية كما هي في المجتمع؟ كان كمان في جدل كبير حول حصر صورة المرأة اللبنانية بشكل نمطي بالافلام اللبنانيه. هل بلشنا نتخطى هيدي النمطيه الموجوده حول المراه؟ مش كتير, عم نشتغل عليها, مش كتير. يعني صراحه مثل ما بتشوفوا كلكم, يعني ما في لزوم خبركم, عم تنرسم يعني بالافلام هالمرة عم تتجسد بطرق مختلفه, بس بعد ما عم نعطيها حقها مثل ما لازم.
مثل ما بنعرف انه في هلا في تقدم انه المراه صارت موجوده اكثر بالسينما عم تشتغل اكثر، بس بعده الزلمه مسيطر، بعده الرول تبع الام مسيطر على الرول كلي بهالشيء. المراه بلبنان هلا الجيل الجديد عم يشتغل على انه يحسن هالصوره او يرسمها مثل ما لازم، يعطيها هالباور. مثل ما بنعرف انه الجيل الجديد لازم il faut éduquer la nouvelle génération surtout les jeunes hommes انهم يساندوا المراه ويدعموها بشو ما كان تعمله ويشجعوها، لانه كمان هن دورهم كثير مهم لحتى يغيروا هالايجاليتي بين المراه والرجال. نتكل عليهم نحن لي جون لحتى يعملوا هالشانجمون. وقتها بيكون كل العالم ساكت انا بقول انه une seule voix بتصير puissante إذا هالمرة بتحكي، إذا بتعلي صوتها. بناخد مجال، بناخد مطرحنا بالمجتمع، ضروري ما حدا رح يعطينا إياها المطرح، لازم نحن ناخده. Merci beaucoup, I Love Hatchiti. Restez avec nous aussi. Avant d'ouvrir le débat, j'aimerais bien juste revenir sur Michel Hourani pour un petit passage poétique. Oui, avec grand plaisir. Je voudrais partager avec vous, au fait, un poème qui était à la base tiré de mon recueil, de mon dernier recueil, C'est ainsi que je te vois. Et une petite anecdote par rapport à ce recueil. Ce recueil, je l'avais intitulé Tel un cèdre qui recoule. Et c'était le nom d'un poème que j'avais écrit pour le Liban. Et finalement, l'auteur m'a dit, l'éditeur, je veux dire, m'a dit, on prend le deuxième vers, qui est C'est ainsi que je te vois. Et il m'a choisi ça, qui est une arcade, et j'ai adoré, ça m'a directement parlé, parce que c'est une arcade qui représente notre pays, c'est-à-dire l'arcade des églises, l'arcade des mosquées qu'on voit, et c'est ça la richesse de notre pays, l'arcade des temples juifs, et surtout l'arcade historique de Baalbek. Et moi, en tant que femme, ici en Arabie Saoudite, mon plus grand défi, c'était dans un pays qui n'est pas francophone du tout, c'est de jeter une pierre à distance, c'est-à-dire mes mots à distance jusqu'en France pour que mes recueils soient édités. Donc, je tenais à vous dire ça. Je tiens à dire à toutes les femmes aujourd'hui, suivez votre rêve. Suivez-le. Mon rêve était de devenir poète, contre vents et marées. Et donc, le fait d'être en Arabie Saoudite, un pays qui n'a pas du tout un côté culturel francophone, il a peut-être un côté culturel anglophone. On n'a pas de bibliothèque, on n'a pas de maison d'édition. Et j'ai continué, j'ai persévéré, mais vraiment à percer malgré la distance. Voilà, c'est ça mon mot. Et on est très fiers de vous. Et c'est ça mon mot à toutes les femmes aujourd'hui. Merci. Vraiment, persévérez dans vos rêves, suivez votre rêve. Et je l'ai dit dans un de mes poèmes, suivez votre étoile, elle connaît son chemin. Donc je vais terminer avec ce poème Tel un cèdre qui recoule. Je le partage avec vous. Allons-y. Tel un cèdre qui recoule. Tel un cèdre qui recoule, c'est ainsi que je te vois. Chaque matin, entre tes branches, tu me sors de mon sommeil. Je souris alors de ce vacarme, célébration de la vie. Les veillées, les amis, la famille, les voix, les balcons, la rue, les soucis, la langue, notre langue. Tel un cèdre qui recoule, tu t'enfuis derrière l'horizon. Tu deviens flou. Tu disparais. Mais un jour, tu reviendras de ton errance. Tes racines s'étendent en moi. Mon gué attend derrière la mer, par-delà les dunes de sable. Il est patient, tenace. Tel un cèdre qui recoule, tu te fais lieu. Et l'oiseau qui s'élance, qui s'envole pour chanter dans tes bras, c'est moi. Je deviens branche aux lumières de miel. Je deviens racine au crépuscule de fleurs. Je deviens mémoire de jasmin
Je deviens cèdre. Je deviens toi. Tu redeviens célébration. Beyrouth. Voilà, j'ai tenu à terminer sur une note positive avec tous les Merci beaucoup, soirs Michel. en cette terre natale. Merci beaucoup, Michel. Merci encore une fois à Frida Anbar, Dr Salam Jaloul. Merci à Maria Ashmar, Nada Salem, Abi Samra, Hailaf Hatchiti. On reste. Et voilà, on ouvre le débat avec les participants. Je vais juste passer la main à Zena Tourbalhous. Encore une fois, merci beaucoup à ULCM pour cette occasion de nous réunir. Merci beaucoup. Merci Elik Raja, le plaisir est pour nous. Merci Ilkom Kilkom. Allons-y, Azena. Raja, tu permets que Frida puisse nous lire le paragraphe sur Beyrouth qu'elle n'a pas pu préparer auparavant? Bien sûr. Bah oui, parce qu'on s'est mis d'accord et voilà. On lit le passage sur Beyrouth, Frida. Est-ce que vous êtes prêts? On va décoller et atterrir. On est à l'écoute. On va atterrir, atterrissage imminent. Alors, le passage, c'est de #NoRules, page 129. Mais la vue de Beyrouth ainsi offerte m'a bouleversée. C'est comme si, en survolant la ville, c'était toute ma vie d'avant qui est venue à ma rencontre. Comme si j'ouvrais subitement une boîte de souvenirs rangée soigneusement dans ma tête. Tout m'est revenu en un seul instant. Les étés à la plage, les randonnées dans la forêt de pins, le goût des manaïches toutes fraîches. Je n'entends rien en tous les cas. Je passe sur… Le poisson frit au bord de la mer, la quiétude de la montagne, le dimanche des rameaux, les roues de Beyrouth. On quitte un pays et on perd la mémoire, mais lorsqu'on revient, tout ce que nous avons oublié se réveille. Tu comprends? Je ne pensais pas que cela serait si tendre et si fou, cet atterrissage sur Beyrouth. Yallah, je vais me reprendre. La famille est venue nous accueillir. Je ne veux pas qu'ils disent que les années passées au Canada m'ont vieilli. Voilà. Merci beaucoup, Frida Anbar. Beyrouth, c'est la femme vedette ce soir à l'honneur. Merci beaucoup voilà, à toutes, à tous nos invités d'honneur. Je passe la main maintenant à Zena. Zena, il faut enlever il faut mettre on le micro. Essaye de chez toi, Younan. Peut-être tu peux enlever le mute ou pas? Non. Je vais l'appeler. Entre-temps, Raja, on peut passer aussi… On n'a pas entendu, très bien entendu, exil et prière. Désolée, moi, j'entends rien. En fait, Younan, si tu peux me faire rentrer, je suis en train de demander à rentrer ailleurs. Zena, tu nous écoutes? C'est bon? Tu nous entends? Voilà, c'est bon. Voilà, je te passe la main, du coup. OK. Au niveau des questions, moi, je n'en ai pas… au niveau des questions, moi, je n'en ai pas énormément. Zena, il faut se déconnecter du premier compte. Voilà, c'est bon. Donc, j'avais une question de Claude Tanouri pour Maria Ashmar. Dans quelle mesure les dessins que vous, enfin les œuvres que vous faites vous représentent? برسم المرأة بتعبر عن الأمومة لأني أنا أم، بتعبر عن الفن لأني أنا فنانة، رسمت عم ترقص لأنه كنت أحلم أنه كنت بركي برقص. وعلى كل حال أنا بشوف بعيون كل مرأة جمالها، لأنه بكل مرأة في عندها جمال وأنوثة وبراءة وعندها ميسيون بالحياة بدها تعمله. فمشان هيك بحب أرسم المرأة بمختلف الأشكال. رسمت المرأة كمان عم تعمل ريفوليوشن، استوحيت لوحة من دولاكروا ورسمتها عم حامل العلم اللبناني، لأنه المرأة هي كمان كانت لها دور كبير بالثورة اللبنانية يلي عم بتصير ويلي ديجا صارت بكل بلدان العالم.
المرأة هي كانت من قواد الثورة، فرسمتها عم بتصور حاملة العلم، لوحة استوحيتها من دولاكروا. المرأة فيها عندها كذا صورة بالنسبة لإلي بقدر ارسمها، وعندي كتير أفكار حلوة براسي، يعني إن شاء الله ربنا يعطينا الوقت تنقدر نجسدهم على الواقع، يعني أرض الواقع. Merci Maria. Merci لكم. En fait, il y a pas des questions, il y a énormément de messages de soutien, de considération, vraiment pour tout ce que vous faites. Vous êtes des femmes exceptionnelles, c'est ce qui revient souvent dans la discussion et vraiment, je pense que c'est le mot que tout le monde a à la bouche et dans les mains. Surtout pas la femme objet, ça aussi ça revient. Et voilà, donc je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions à poser directement, qui voudraient lever la main pour poser des questions. Question pour Dr Salam? Oui. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Madame Houri. Si vous permettez, question pour Dr Salam. بدي أحكي بالعربي لأنه بدي أحكي بالقلب، لأنه هي عم تحكي من القلب كمان وقت اللي سمعتها عم تحكي. En tant que gériatre ومهنتك كطبيبة بالعناية التلطيفية سوان بالياتيف، هل كونك أنت امرأة أسهل والباب مفتوح إليك أكثر للمرضى يلي بتروحي بتشوفيهم، أو كون طبيب رجل بنفس المهنة اللي أنت عم تعمليها أسهل؟ هل في فرق إنه يكون طبيب رجل يعتني بالمرضى بنهاية عمرهم من رجع فت؟ هل مقارنة هاي سريعة؟ سؤال حلو. هلا نحن بالتيم بسند في عنا أطباء حدا رجال، ونحن كمان في نحن أكترية فيمينين، يعني الأغلبية نساء، إن كانت بالنيرسز ولا كانت بالأطباء. بس بفتكر هي أكتر شيء القصة هي إنه واحد يكون عامل التريننج، يعني يكون واحد عنده أول شيء الإحساس مع الناس، محبة الناس إذا بدك، احترام الناس، احترام البيوت، احترام العادات، احترام التقاليد، فوتات البيت. هي يعني ما افتكر القصة قصة مرأة أو رجال قد ما هي قصة أكتر حدا يكون عنده هالقناعة وهالاندفاع ويقدر يكون بذات الوقت قريب من الناس بس بروفيشنال، ما يفوت زيادة عن اللزوم وما يكون كمان برا زيادة عن اللزوم. فهي إذا بدك motivation, c'est à la fois une expérience et comment on a été formé aussi. La formation, elle est très importante. Je pense que c'est plus ça. Je vois une différence entre hommes et femmes, plutôt dans, il faut que les gens soient bien formés dans ce domaine-là. سؤال بس أخير، بلبنان كم طبيب موجود بهذا الاختصاص؟ نحن كتير قليل، نحن كتير قليل. بالجيرياتري نحن 15 بكل لبنان. بكل لبنان. وبالسوان بالياتيف يمكن كلنا على بعضنا اللي دبلومي ما بنطلع 10. Bravo, merci beaucoup, Dr Salam. Merci Hanan, merci à vous. J'ai une question pour Madame Nada. What is your advice for women to empower themselves and soar in life? Yeah, thank you. I just saw this and I was writing. Okay, can I speak in English? Yeah. Je suis très impressionnée par Stephen Covey, qui a écrit le livre The 7 Habits of Highly Effective People. En fait, I used to incorporate it in my teaching and teaching my students. La première chose qu'il recommande, c'est de travailler sur sa mission. Si j'ai 2 minutes, je vais donner l'exemple qu'il donne. Think of
God forbid, a long time, maybe 100 years from now, your funeral. 3 personnes vont parler à propos de toi, a member of your family, one of your friends, and a colleague of yours. Qu'est-ce que tu veux que ces personnes disent à la fin de ta vie? Ça, c'est ce qui constituera notre mission. Je veux que my family member says this, my friend says this, and my colleague says this. Je veux qu'ils disent ça de moi. And this is my mission. This is what I have to work for. And I have to dare. Alors, on met notre mission. We put steps. What are the steps? Comment? Mais à n'importe quel âge, ça n'a pas de... not only when you're young or when you're in mid-age, at any moment in your life. Put the steps. What are the steps that you can follow in order to accomplish this mission? Oh, I'm sorry. In order to accomplish this mission, and follow them. We have to dare. We have to believe in oneself. On doit vraiment oser dire non et oser dire oui quand il faut le dire. Et oser se dire et se mettre dans la tête. Oui, moi je veux réussir. Moi je veux habiter, je veux to reach this point, atteindre ce point-là dans ma vie. And we will do it. J'ai lu donc il y a une suite, donc la suite de la question, what are the steps that women should take in life to succeed and be fulfilled? Yeah, these are the steps. After putting your mission, you follow the steps. Bold, courage, belief in self, work on yourself, travailler sur soi. Like, for example, now we are attending a webinar, we're working on ourselves. On offre des webinars on leadership. Attend webinars on leadership. Maintenant, avec le Everything webinar, you can attend anything you want. And then foncez, without shame, without thinking, oh no, what would happen and what will other people say. مشكلتنا بلبنان انه always thinking about what other people will be saying. Just don't care about what other people will be saying. Think of what you want to accomplish. For me, what is it that you can do to make the world a better place? If you take it from this high level, no matter what you do will fit in. What is it that I can do? Me, who am I? I'm nothing in this world, but me, I can still do something to make the world a better place. Ok, donc résilience et empowerment. Une autre question que nous avons, résilience et empowerment, c'est paradoxal, non? Résilience et pourquoi? Empower yourself, you mean? Yes. We empower ourselves. Non, ce n'est pas paradoxal. Pourquoi? Parce que on doit être résilient pour pouvoir to empower ourselves. On doit l'être, we have to fight all obstacles. Ça, c'est la résilience. No matter what obstacles you have, it's okay. Go on and empower yourself and think of yourself and empower other women, empower others, empower everyone that you can empower. This is how it comes back to you. This is like the dilemma of happiness. Happiness can never be happy unless we make other people happy. Empower other people and then empower yourself. Sorry. Thank you, Nada. Thank you so much. Une question à Dr Salam. Au sujet des femmes qui souffrent à Beyrouth de la maladie ou de la solitude sentimentale au sein de la famille, est-ce que des associations humanitaires se lèvent pour remédier à cette déchirure humaine issue de la mondialisation qui s'étend à la mondialisation des devoirs envers la famille? Oui, c'est un peu compliqué. Hein. Non, malheureusement, je n'ai pas trop... Dr Salam. Oui, je n'ai pas trop connaissance de vraiment de ce genre d'association. Par contre, ce que je peux dire et puis que je dis souvent, c'est que vraiment, malgré que le Liban, il est maintenant dans une situation difficile,
يمكن الناس تتفاجأ إذا قلت هيك بس أنا بلاقي مجتمعنا بعده بخير. Si on prend en compte la gériatrie, on peut dire que seulement 1% des gens âgés sont dans les institutions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 99% sont dans les maisons. Alors, effectivement, il y a des gens qui ne sont pas toujours très bien chez eux tout seuls, mais on a une société qui, pour l'instant, arrive quand même à faire en sorte que les gens restent chez eux. Et nous, on a eu plusieurs cas aussi qui ont permis, c'est plus les voisins, l'entourage, la famille, en fait, qui s'occupent de ces gens-là, plutôt que des associations ou des gens comme ça. Ça reste la société. Pour l'instant, c'est encore la société qui arrive, la solidarité aussi entre les gens, qui fait que les gens ils peuvent rester chez eux. Merci, Dr Salam. J'ai une de Aïda Hannadib. Pour accéder au pouvoir, il faut passer par le savoir. Ne faut-il pas commencer par la première pierre de l'édifice, qui est l'éducation? Personne n'en a parlé. Est-ce que l'une d'entre vous, mesdames, souhaiterait en parler? If I can say anything, education is everything. We cannot do anything without education. Education is, ça va sans dire. Ça va sans dire. On ne peut rien faire sans éducation. Mais il faut le dire. Oui. Mais je crois que, excusez-moi, je crois que Madame Nada Salam l'a déjà mentionné par rapport à l'éducation. Elle a dit que durant ces générations, son travail, comme elle était enseignante, elle a fait passer le message de force à ses étudiantes. Et c'est un travail énorme. C'est ça notre mission en tant qu'éducatrice et qu'enseignante, c'est de commencer par les générations les plus jeunes. Et c'est ce que Madame Nada Salam a fait et elle a dit. Et je crois qu'on est tous là. Déjà, l'éducation en tant que maman à la maison, on commence par notre petite cellule. Et puis, si on a l'occasion d'être éducatrice ou enseignante comme moi ou Madame Nada Salam, on passe par les générations des écoles et des universités. Donc, chacun fait selon ce qu'il peut faire à sa proportion. Mais je crois qu'en tant que rôle de femme, on commence déjà par la petite cellule familiale. Et c'est ça, l'éducation, on commence par là. Une bonne société est basée sur une bonne famille. À mon avis, c'est ça. Si on lance les bases d'une bonne famille, on peut assurer une bonne société. C'est quoi une bonne famille? Une bonne famille, c'est les bons principes. C'est les bons principes. C'est quoi des bons principes? Mais c'est tout. C'est ne pas être égoïste, c'est penser à l'autre, c'est enrichir l'autre, ne pas penser uniquement à s'enrichir nous-mêmes. C'est tout ça. C'est la force, c'est tout ce dont on est en train de parler maintenant. C'est le message positif, c'est penser à ce que, exactement, c'est l'exemple, je reprends les paroles, je me permets, Madame Salam, de reprendre vos paroles, c'est quand on pense au jour où on va mourir, quelle image on va garder derrière soi. C'est ça, c'est ce qui nous reste. Qu'est-ce qu'on prend avec soi? Rien du tout. C'est ce que disent les gens de nous. Et c'est ça, si on met cette graine en chacun de notre petite famille, chaque personne de notre petite famille, je crois qu'on a réussi sa vie quelque part. Pas la peine de faire de grands projets. Déjà, c'est un grand succès de pouvoir passer cette graine en chacun de cette petite génération. C'est ça, c'est ça. Pardon, Madame Hourani, je crois que Madame El-Hass, parce que what she means is, c'est quoi la bonne famille? Parce que on part toujours de la bonne maman, the good mother, the concept of the good mother. And ça, c'est vraiment toute une discussion. Ce n'est pas vraiment toujours à l'avantage de la femme. The concept of the good mother. You are not a good mother. Who are you to tell me I am not a good mother? And exactement. Not you, yeah, in general. Ça, c'est vraiment un sujet de débat qui est vraiment infini. Oui, c'est extrêmement vaste. C'est extrêmement vaste parce que
c'est relatif, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à qui? Est-ce qu'on est une bonne maman ou une mauvaise maman? Il y a des circonstances, énormément de circonstances, énormément de choses qui tournent autour de ce sujet. Et c'est vrai, Nada a raison, le sujet est extrêmement vaste. Zena, vu qu'il il reste avec nous, il nous reste 15 minutes max, combien de questions nous avons? Là, j'ai des affirmations en fait, je n'ai pas de questions. Bah, moi, je laisse la parole donc à Raja. Merci pour les questions. Et effectivement, moi, je vais vous remercier, vous tous, vous toutes. Voilà, je remercie aussi les participants qui ont envoyé beaucoup de messages. Voilà, juste pour féliciter nos invités d'honneur. Je laisse la parole à la fin au président de l'ULCM. Oui. Je ne sais pas s'il y a toujours... J'ai une question encore, s'il vous plaît, à Dr Raja. OK. Et je reprends la parole pour clôturer. OK, on prend la question. Alors, question de Julie à Dr Raja. Parlez-nous un peu de votre direct à la télévision. Quelle heure des sujets qui vous tiennent à cœur? Moi, je présente Paris Direct depuis 6 ans maintenant. Ce sont 2 heures de tranches d'information, d'infos sur France 24, arabophone. Moi, c'est le sujet qui m'a beaucoup tenu à cœur, mais depuis longtemps, c'est tout ce qui est liberté, droits de l'homme, homme avec un grand H, bien sûr. C'est un métier un peu anxiogène, parler tout le temps des morts, des blessés, des crises politiques, financières, mais c'est surtout dans le but d'arriver à un monde plus multiculturel, plus juste, disons, voilà, que je fais mon métier et que peu importe où la guerre s'éclate, où la crise émerge, ce qui m'intéresse vraiment, c'est les gens ordinaires, c'est la souffrance des gens qui n'ont pas souvent la parole. Pour moi, ce métier, c'est donner la parole à ces gens-là, à ces gens unis face à une crise, face à une guerre ou face à une situation très difficile. Et du coup, voilà, c'est tout ce qui est lié à l'humanité, en gros, aux libertés en général et à la souffrance des gens. J'espère que j'ai répondu. Merci, Dr Raja. Merci. C'est bon pour les questions? On a encore des questions à nos invités ou on passe la main à... Alors, attendez, je vérifie. Il y a Younan, je pense. Vraiment, tout le monde est très bienveillant avec énormément de remerciements. Merci. Bon, يمكن قبل ما ننهي Ilia, voilà, j'aimerais bien dire un petit mot, puis passer la parole à notre secrétaire général Roger Hani, et comme ça on clôture avec le mot de la présidente ULCM France, Carole. Alors, ce que j'ai noté, je suis très heureux de cette conférence. Et j'ai appris beaucoup sur le leadership féminin pour vraiment un futur qui est égalitaire dans le monde. J'ai 3 principes sur ce périmètre, comme un homme dans un monde qui a besoin de plus en plus d'être présent à côté de la femme. Peut-être 3 piliers. Je vais citer 3 citations, j'espère que ça inspire pas mal de femmes d'entre nous et pas mal d'autres hommes aussi d'entre nous. Le futur, il appartient à ceux qui croient en la beauté de leurs rêves. Ça, c'est la première philosophie que je garde. Il faut faire ce qui vous convient, car il y aura toujours quelqu'un qui n'est pas d'accord. Ça, c'est Michelle Obama qui l'a dit dans son fameux livre. Après, je note que vous êtes vraiment élégante et fabuleuse, comme Coco Chanel l'a dit. Donc, je trouve vraiment c'était une très belle conférence. Et de 2, une petite attention et une salutation à toutes les femmes qui étaient et qui sont toujours aux premières lignes de la crise Covid, surtout les travailleuses de la santé, les soignantes, et toutes personnes, effectivement, car grâce à eux, on a aussi réussi à soutenir un café dans ce grand parcours. Voilà, un grand merci. Je laisse la parole au secrétaire général, M. Roger Hani. Bonsoir للجميع. بدي احكي باللبناني اذا ما في عندكم مانع. bonsoir للجميع. يعطيكم الف عافيه. ميرسي للانترفينونت كلكم. شيء بشرف. اللبنانيه دوماج عم نضوي على لبنان، نرفع اسم لبنان بالخارج، عم نقدر نعمل شيء عنا نحن.
بس للصدفة الصغيرة إنه مدام أبي سمرة من 6 سنين تعرفت عليها بلوس أنجلوس، كنا جامعة الثقافية عند المؤتمر العالمي وحطينا وقتها دشنا تمثال جبران خليل جبران بالليبراري ناسيونال، وشي شفت هلا اني والاسم عطاني ميموار كثير حلوه لوجودها كانت معنا. دونك في شغله كثير منيحه انه حكينا عن كثير اشياء حلوه. مدام دكتور سلام بهنيكي للقرار اللي اخذتيه بالدومين سوان بالياتيف، مش هين هيدا. مدام حوراني البوام تبعولك بجننوا، والمدام عنبر كمان كتابتك حلوه. في شغله كثير بدي لكم اياها كثير مهمه. امبارح كان عم بحضر كمان زوم مشان يوم المراه بكندا. هو مش يوم المراه، هو يوم حقوق المراه. نحن اعضاء بالامم المتحده بنيويورك، وانا عضو دائم بالايكوسوك. من 4 سنين قدامنا دراسه عن حقوق المراه بلبنان، وانتر اوتر حق المراه تعطي متزوجه من اجنبي تعطي جنسيتها لاولادها. نحن بعدنا عم نحارب عليها، ومؤخرا امبارح اكزاكتلي كان عندنا ميتينج نحن بالكوميتي، وقدمنا مكتوب جديد نطلب فيه يعملوا خصوصيات للمراه اللبنانيه، بحيث انه بلبنان عندهم حرفه بيقولوا في الوضع الفلسطيني، فيهم يعملوا اكسبسيون على الوضع الفلسطيني ويعطوا غير اشخاص بدون تفرقه عنصريه، يعني يعطوا غير نساء متزوجه من غير فلسطينيه وغير لبنانيه حق تاعت اولادها، بحس انه هيدا ضرر كثير لهم. وسمعت معاناه كثير لمدام بمونريال عم تتعذب كثير. طلقت جوزها لبنتها عندها جنسيه لبنانيه وما فيها تعطيها اسمها، وواقعه بحيره بين الكل. بهنيكم لهالموضوع كثير حلو. ميرسي ليا سام فرانس، ميرسي مدام كسيري، ميرسي لك انك فتحت هيدا الموضوع. انا بلشت معك، كنت معنا من الاول، بلشت تحديدا بهذا الموضوع انه نحن اليوم العالمي لحقوق المراه هو نهار حتى نحتفل بالمراه. هلا عم نحكيهم باللبناني، حكيناهم بالفرنساوي، بس كمان تنذكر بحقوقها. وذكرت انه بلبنان اليوم المراه رغم وجودها الفعال بالمجتمع بالساحه الثقافيه وساحه العمل، ولكن هي بعدها مظلومه من القوانين الجائره اللي بعدها عن جد قوانين متخلفه جدا بلبنان، ان كان بموضوع الحضانه. وانا هون انتر بارونتيز بدي اقول انه كمان يعني موضوع الفلسطيني مش لازم يكون هو العائق، لانه اليوم لما رجل لبناني بيتزوج من امراه فلسطينيه بيقدر يعطي الجنسيه لاولاده. فليش لما المراه اللبنانيه تتزوج من فلسطيني ما فيها؟ هي قصه مساواة، كسوا الزوج فلسطيني، سوري، فرنسي، أمريكاني، مش مهم. المرأة اللبنانية اليوم وولادها لازم يكونوا لبنانيين. هذه قضية كتير مهمة. عندنا قضية الحضانة اللي هي اليوم المرأة اللبنانية بعد مثل ما بتعرف في أخبار يعني نقراها بتبكي عن المرأة اللي ما قادرة تحضن أولادها وهن صغار. وبنرجع للمحاكم الشرعية، بعدنا بلبنان نحن ما عندنا محكمة مدنية بتخلي المرأة اللبنانية متساوية مع كل النساء بلبنان، ما تخضع لقوانين الشرع اللي محطوطة حسب كل شرع. ويمكن هذه القوانين خلص عفى عليها الزمن. بالنهاية نحن بدنا بلبنان حقوق مدنية تعمل مساواة بين المرأة والرجل، وتعمل مساواة بين كل اللبنانيين بغض النظر عن طوائفهم، بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية، الطائفية، السياسية. بدي أشكرك كثير أنا أنك طرحت هذا الموضوع اللي اليوم يمكن ما كثير حكينا عنه. حكينا أكثر مع ضيفاتنا عن الثقافة، عن الفن، عن كيف وصلوا للنجاح، مع الدكتورة عن المصاعب اللي هي عم تواجهها. ولكن أنا ذكرت بأول انترودكسيون لهي المواضيع اللي هي طبعا مواضيع كثير مهمة بالنسبة لنا كلنا، أن المرأة اللبنانية تحصل كل حقوقها. On aura l'occasion, Raja Akid, pour faire une suite à cette belle conférence. Merci beaucoup. رح أترك لكينا للبريزيدنت de l'ULCM France. C'est très gentil, j'ai un petit mot à vous dire. Mesdames Maki, Jaloul, Anbar, Hourani, Ashmar, Hatchit et Abi Samra, vous êtes notre arc-en-ciel. Vous représentez chacune par sa propre personnalité les couleurs qui subliment votre percée dans le ciel et de la réussite. Merci pour ce partage qui nous remplit de fierté. يعني عن جد ما بينشبع منكم. رجاء
فرانشمان ميرسي بوكو من كل قلبي، وميرسي لكل الصبايا والنسوان اللي عن جد شاركونا. قلبنا كبير، عن جد مفتخرين فيكم، وفيف لا فام. ميرسي لك، ميرسي للألسام، وميرسي لكلود طراباي اللي عرفتني عليكم. أكيد ميرسي كلود طراباي اللي عرفتنا عليكي، أكيد. وميرسي للكل، كل الانترفينان، عن جد قلبنا كبير. يعطيكم ألف عافية اللي بيكون بلبنان، بفرنسا، بكندا، يعني إيد وحدة بدنا نضل نجاهد ونشتغل لحقوق المرأة ولعيد المرأة ولكل مرأة لبنانية. أنا بشكركم، بشكر كل اللي كانوا معنا، كل الموجودين، وجيسبر à très bientôt. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci. Très bien. Au revoir. Au revoir. Belle soirée. Très bonne soirée.